suis arrivée avec ma famille en 2004. J'étais couturière traditionnelle et tailleur sur mesure. Je suis arrivée en France, j'ai pris tout et n'importe quoi. Il fallait faire vivre sa famille avec mon mari. J'ai commencé par faire du bio-nettoyage. Je suis retournée à l'école. J'ai commencé par un CAP petite enfance que j'ai validé. Et comme j'aime bien le milieu de la santé, c'était un diplôme d'auxiliaire de puériculture qui m'ouvrait les portes. Je faisais de l'événementiel en parallèle de ma fonction. Et je me suis dit, ça y est, je vais me lancer, je vais vivre peut-être de ma deuxième passion. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Dessous de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Manuel Mariani est là. Bonjour Manu. Bonjour Philippe, comment ça va? Très bien, ça sent bon dans le studio, on vous explique pourquoi dans un instant. Il y a des bonnes odeurs. Et ça bouge dans la cuisine algérienne à Paris, Manu. Ah oui, complètement. La semaine dernière, on vous a parlé de Mama Nissa, qui fait les cuisines régionales algériennes. Puis des mamas, on en a reçu ici, avec Meet My Mama, la cantine des mamas, etc. Mais aujourd'hui, c'est une tata qu'on reçoit, c'est Tante Farida, Farida Abouche, alias Tante Farida. Non, oui, c'est ça, Tante Farida. Moi, je dis tata, mais j'aime bien tata. Et donc, Tante Farida, c'est un restaurant où on mange sur place, mais aussi à emporter, rue de Bagnolet, au 13 rue de Bagnolet, près du cimetière du Père-Lachaise, dans le 20e arrondissement. Et puis c'est un peu la nouvelle star de la street food algérienne à Paris, parce que alors il y a quelques influenceurs qui sont passés chez elle, dont le célèbre Florian Honner. C'est comme ça qu'on l'a découverte d'ailleurs. Et donc merci à Florian au passage. Et effectivement, de la cuisine algérienne, ça fait quelques années qu'on le dit. On n'en trouve pas beaucoup à Paris. Et là, ça commence à bouger un petit peu, puisque bientôt on vous parlera aussi d'un restaurant kabyle qui va ouvrir ses portes. Et là, aujourd'hui, on va parler un peu de street food, les kessra farcis, les briques, avec Tante Farida. Bonjour Farida. Bonjour. Bon, alors vous êtes Tante Farida, parce que en fait tout le monde vous appelle Tante Farida maintenant, et c'est vrai que c'est votre marque déposée, Tante Farida. Mais, c'est vrai. Et c'est même le nom de votre projet. Oui, et puis même sur place quand mes clients ils arrivent, surtout les jeunes. Ils disent bonjour tata. Oui, Khalti, tante, voilà. Alors, on parle beaucoup de développement personnel aujourd'hui, de se réinventer. Mais vous êtes complètement réinventé dans votre vie. Vous êtes arrivé en France en quelle année, Tante Farida? Je suis arrivée avec ma famille en 2004. Ouais, c'est-à-dire avec ma petite famille, voilà. Il y avait qui dans votre famille? Mon mari, mes enfants, et auparavant, il y avait mon père déjà, qui est arrivé à l'âge de 17 ans en France. Ah oui. Il est reparti, malheureusement. Donc, il a passé toute sa vie en France. J'ai ma mère, mes sœurs. Vous venez d'où? De Borj Barerij. Ouais. L'Algérie profonde, la vraie Algérie, quoi. Elle a essayé de me faire prononcer, mais c'est la ville la plus difficile d'Algérie. C'est Borj. Voilà, c'est Borj, au milieu est d'Algérie, entre Sétif et Bouira. En 2004, quand vous arrivez en France, qu'est-ce que vous faites dans la vie avec vos 5 enfants? Vous êtes mère de famille ou vous avez un métier? J'avais un métier en Algérie. J'étais couturière traditionnelle et tailleur sur mesure. Ah, vous avez vraiment eu plusieurs vies alors. Voilà, et je suis arrivée en France. J'ai pris tout et n'importe quoi. Il fallait gagner sa vie, faire vivre sa famille avec mon mari. Et vous êtes retournée à l'école? Oui, je suis retournée à l'école avec l'encouragement de mes enfants. J'ai un niveau bac scientifique en Algérie. C'est les enfants qui vous faisaient faire les devoirs? Oui. Non, pas les devoirs, mais ils m'aidaient quand même. Ils m'aidaient quand même sur autre chose. En tout cas, à 45 ans, vous êtes retournée à l'école. 45 ans, 5 enfants, connaissant pas l'école française, ni les écoles de formation, ni quoi que ce soit. J'ai cherché un petit peu par moi-même. Et mes enfants aussi, ils me disaient, oui maman, tu devrais faire autre chose, parce que j'ai commencé par faire du bio-nettoyage. Ah, c'est quoi le bio-nettoyage? C'est nettoyage et désinfection. En période de Covid, c'est intéressant comme métier. Voilà. Sur un lieu d'une association sur la rue Folly-Regnault, insertion sociale. Et à partir de là, j'ai côtoyé des médecins, des thérapeutes, des secrétaires, et on en parlait. On parle souvent. Et j'ai compris que j'avais peut-être le niveau et une chance de faire autre chose que le bio-nettoyage. En parlant à la maison, et ça a évolué avec mes enfants, ils me disent maman, connaissant ton niveau, oui, tu peux, ne reste pas au bio-nettoyage. Ouais. Ils vous ont encouragé à prendre des études médicales, en fait. Oui, là, des études médicales. J'ai commencé par un CAP petite enfance, que j'ai validé. J'ai fait une formation d'1 an et j'ai bien validé haut la main et ça m'a encouragé et j'ai commencé à. Ouais, vous aviez des bonnes notes, Oui. 16 sur 20, tout ça. Elle rigole pas, Tante Farida, C'est
C'est vrai. Et moi-même, je me suis étonnée. Après, je me suis dit, tiens, j'ai pris goût. Et comme j'aime bien le milieu de la santé, je voulais être dans la santé, mais on m'a dit avec un CAP, je pouvais pas. Je voulais savoir ce que je devais faire ou je devais poursuivre. Voilà, c'était un diplôme d'auxiliaire de puériculture qui m'ouvrait les portes, mais c'était un peu difficile aussi parce que j'ai appris qu'il y avait une matière que je connaissais pas. C'était quoi? C'était les psychotechniques. Les tests psychotechniques. C'est quoi les tests psychotechniques? C'est Expliquez-nous. des techniques de logique. Et moi, j'avais jamais fait ça. Je pensais que c'était des maths. Je connaissais. En plus, c'était ma spécialité en Algérie. Ma classe, elle était spéciale maths. Ouais. En les voyant, c'était pas ça du tout. Et ça m'a donné du fil à retordre quand même. Hein. Ouais, c'est les tests qu'on donne à l'entrée des grandes écoles, enfin des trucs comme Voilà, ça, c'est des tests de logique, logique, d'orthographe, de maths, de calcul, de tout et n'importe quoi, de culture, de proverbes même. Ils vous ont pas pris pour ça? Pardon? Ils vous ont pas pris pour ça alors? Voilà. Bon. Voilà, et puis voilà, j'ai fait une petite formation pour me préparer au concours de 3 mois avec Pôle emploi. D'accord. Que je remercie d'ailleurs parce que pour mon parcours, ils m'ont bien accompagné. Ah ben, et je crois que vous êtes la première qui parle en bien de Pôle emploi. Oui, c'est vrai. Hein. Et c'est bien aussi de dire quand ils font des choses bien. Moi, je le reconnais. Ouais, eux, ils vous ont accompagné dans votre projet. Moi, je le C'est la reconnais. roulette russe Pôle emploi. Il suffit de tomber sur le bon interlocuteur qui va vous prendre en charge et vous aider. Oui, Il y a pas que des mauvais chez Pôle emploi. Oui. Oui, voilà. Franchement, moi, j'ai bien été aidée et accompagnée. J'ai fait la formation, j'ai fait le concours. On a été 1200. À l'écrit, on était 400 et à l'oral, on était 200. Et j'ai intégré l'école de puériculture à Versailles. D'accord. Et donc après? Après un an aussi, après 8 stages sur le terrain, dans les hôpitaux, les haltes garderies, les crèches, l'hôpital Saint-Louis, j'ai atterri à l'hôpital... je peux le dire. Oui, Foch. Mais bien sûr. Foch. Bien sûr. Je serais- Foch. C'était mon dernier stage pré-professionnel. J'étais très contente. J'étais épanouie, franchement, parce que moi, le relationnel, je connais, j'adore. Je suis maman de 5 enfants, alors je suis passée par toutes les étapes. Les contractions, l'accouchement, l'allaitement. Mais alors, si vous étiez épanoui et que ça se passait bien, comment est-ce qu'on switch comme ça en direction de la cuisine? C'était un rêve depuis longtemps ou c'est une opportunité? C'est vrai, c'était un rêve, on en parlait souvent à la maison, on voulait créer une entreprise, mais je me suis jamais penchée dessus. Ça, administrativement, ce qu'il fallait, tout ça. Ouais, j'ai pourquoi jamais tu fais pas cherché. du traiteur à domicile, maman? Voilà. Je c'est ça? faisais de l'événementiel en parallèle de ma fonction parce qu'après j'ai intégré l'équipe à Pôle Mater de Foch. J'ai passé 2 ans, mais c'était que des CDD. J'ai pas... C'est ça. Vous avez enchaîné les CDD. Les CDD pendant et 2 vous ans. ont refusé votre Ouais, CDI. Ils m'ont pas proposé de CDI parce que c'était comme ça dans les hôpitaux, il fallait réduire les équipes. Oui, ça, hélas. On s'en est aperçu au moment du Covid qu'il manquait d'effectifs dans les hôpitaux. Ouais. Voilà, j'étais très heureuse avec les mamans, les mamans aussi, les bébés, j'avais des cadeaux de la part des parents. J'ai même été invitée après 3-4 mois au baptême des bébés. Ah oui. Ça me faisait un grand plaisir, une grande joie. Mais après, je pouvais pas rester qu'au CDD. J'ai dit, c'est peut-être le moment, je vais me reconvertir. C'est peut-être les baptêmes qui vous ont donné l'idée. Vous dites, pourquoi je ferais pas à manger pour les baptêmes? Et après, je faisais l'événementiel en sucré, les mariages, les réceptions, même quand j'étais auxiliaire. Parce que c'est du boulot, la pâtisserie, quand même. J'adore, alors c'est une passion. Je me suis dit, ça y est, je vais me lancer, je vais vivre peut-être de ma deuxième passion. Mais c'est ça qui est intéressant dans votre parcours. C'est-à-dire que si vous avez donné un CDI, vous seriez resté à travailler dans la petite enfance. Oui, c'est vrai. Mais parce que finalement, ils vous ont refusé ce CDI que vous méritiez, vous êtes dit, je vais lancer mon business. Voilà, je vais travailler chez moi. Il est 12 heures que je passe en garde à l'hôpital parce que j'ai fait les gardes de nuit, 2 jours, la salle d'accouchement, les suites de couches. J'ai travaillé avec toutes les équipes, 2 jours, 2 nuits. J'ai tout fait. Est-ce qu'avec le recul, vous vous dites que finalement, c'était un mal pour un bien de ne pas avoir eu de CDI? Est-ce que quelque part c'était une chance qu'il vous ait pas donné le CDI? Est-ce que vous vous le dites aujourd'hui? Parce que peut-être pas, parce que j'aime bien aussi être à l'hôpital avec tout ce monde, au milieu des bébés, des mamans, des familles, parce qu'on prend toute la famille en charge quand on est auxiliaire, quand on est sage-femme. C'est pas que on la fait maman partie et de la le bébé. famille presque. Et moi-même, j'étais très investie dans mon travail. Chose que je connais très très bien. Moi, quand je rentre dans une chambre, les mamans, elles sourient, elles sont là. La journée, elles demandent est-ce que Farida sera là le soir. Ça me fait un grand plaisir. Et d'ailleurs, je garde beaucoup de souvenirs à la maison que les mamans m'ont offert. Voilà.
Alors, à partir du moment où vous décidez de vous lancer dans le business, comme vous dites, comment vous faites là? Parce que vous êtes pas du métier, vous êtes pas de la restauration. Oui. Alors, j'ai une formation autodidacte, on va dire. Je me suis formée d'une année à l'autre, parce que j'étais maman de 5 enfants. Je suis rentrée jeune dans la cuisine parce que je me suis mariée jeune aussi. Oui, quand on est mère au foyer, la formation dans la cuisine, on en a une bonne partie. Voilà, déjà, j'avais une mère et une grand-mère cuisinière aussi. Elle préparait plein de choses. Elle roulait le couscous à la main chez nous. Elle faisait tout. J'étais là, je participais, je touchais, je voyais. Et je baignais dedans, quoi. Oui, la grand-mère et la maman, il y a une transmission orale des recettes aussi. Alors, on faisait les mariages, les belles-sœurs, les beaux-frères, les frères, les sœurs. On a marié 4 sœurs ici. C'est traiteur maison. Des sœurs et des frères. Du coup, je me suis forgée, je me suis formée comme ça. Et, comme on dit, quand on met un grain d'amour, c'est une option après. Ah, mais savoir bien cuisiner pour les autres, ça ne veut pas dire qu'on sait tenir un restaurant. C'est vrai. Avoir un restaurant, c'est encore autre chose. C'est vrai. Quand je me suis décidée de me lancer et de créer ma petite entreprise, j'ai commencé par Pôle emploi toujours. Oui, en plus vous faites de la cuisine maison, vous préparez les choses à la commande, c'est pas la même organisation que quand on prépare pour 100 personnes ou pour 200 personnes pour un mariage. Donc ça, c'est quelque chose qui doit s'apprendre ou se réapprendre sur le tas, on va dire. D'accord, oui, c'est vrai, je suis bien d'accord avec vous. Alors, par le biais de Pôle emploi aussi, je savais même pas ce que c'était un business model. Oui, business model. Maintenant, vous savez apparemment. Oui. Oui. Vous a demandé un business model? On m'a dit qu'il fallait un business model. J'adore. Est-ce que vous attendiez à ce que Tante Farida nous parle de business model, Philippe? Et aujourd'hui, quand on veut ouvrir quelque chose, ça passe Il faut un business model. C'est ce que j'avais pas, en fait. Et alors, vous avez appris à modéliser et à faire un business model? Un business model, j'ai commencé, cité des métiers, partout. Moi, c'est ce que je fais, je tape à toutes les portes, je demande des informations à tout le monde, même à quelqu'un dans la rue comme ça, si je le vois, je peux lui demander n'importe quoi. Bon, Tante Farida, elle sait forcer le mektoub un peu, hein? Oui, mais c'est bien de voir le parcours et les étapes, finalement. Oui. Donc, la Cité de l'Emploi, qui vous aide à monter Il y a des agents sur place qui nous orientent, il y a des ateliers qui se font je pense que c'est la mairie de Paris qui fait. Et nous, quand on vient de l'extérieur, on a le droit d'assister 2 jours dans toute la formation. Et c'est comme ça que on commence à comprendre un petit peu ce que c'est un business model, un atelier par là, un deuxième de l'autre côté, les gens autour, les gens comme moi aussi qui étaient en plein création. Ouais, est-ce qu'il vous aide et est-ce qu'il vous conseille aussi pour le financement? Parce que j'imagine qu'on fait appel à un financement pour monter une affaire. Le financement, c'était les portes ouvertes. Ouais. C'était les portes ouvertes, le salon d'entrepreneurs. J'ai assisté à 2 salons avec des copines à moi aussi qui ont créé. Il y en a une déjà qui s'est installée avant moi, qui a créé une société de service à la personne. Ça fait 2 ans. Oui, et donc déjà vous aviez un modèle de quelqu'un qui avait déjà passé le pas. On était ensemble, on était en formation ensemble. Et moi, ce qui m'a retardé après, c'était le local. J'ai pas trouvé un local vite fait. Elle avait trouvé avant moi, s'est installée, elle est sur le 20e aussi. Et c'est comme ça, on groupe des membres par-ci, des membres par-là, des ateliers, cités, voilà. Est-ce que vous avez confiance d'être une forme de modèle pour les jeunes de la communauté, les jeunes ou les moins jeunes, qui voudraient se reconvertir ou se lancer et qui se disent ouais, mais de toute façon en France c'est impossible, on nous aidera pas, on nous prêtera pas, et quelque part vous avez un peu tracé la route là pour les autres, non? Moi peut-être je me considère pas, mais j'espère que peut-être il y a quelques personnes jeunes ou moins jeunes qui pourront peut-être se reconnaître ou ne serait-ce dire elle est peut-être arrivée, j'ai rien à perdre, je peux essayer quoi. Ouais. Voilà. Ou même écouter des conseils, demander, chercher, faire la même chose que ce que j'ai fait moi-même. Ne pas rester dans son coin et dire oui, je peux pas, je pourrais pas. Il faut avoir le courage. Moi, j'ai mon fils aussi qui m'a beaucoup encouragé. On en parlait souvent, on parlait des autres, il disait que et puis quand je faisais le sucré, j'avais un très très bon retour là où je suis. Les kermesses de mes enfants à l'école, je suis toujours là avec mon plat de gâteau. Les réceptions, les stages de mes enfants. Quand ils sont dans les entreprises, à la fin, moi j'organise une petite fête, quoi. Bon, le produit est bon.
Voilà. Alors aujourd'hui, on aimerait vraiment vous avoir avec nous puisque ça sent bon dans les studios. Les voisins sont venus et là on est en train de partager pour goûter ce que Tante Farida nous a apporté, puisque Tante Farida est notre invitée aujourd'hui à l'occasion elle nous raconte l'histoire de l'endroit, du restaurant qui porte son nom, Tante Farida, que vous avez ouvert. C'était au Ramadan 2019, l'année dernière, quoi. Vous avez un peu plus d'un an de pratique aujourd'hui. 1 an et 4 mois, j'ai fait 2 ramadans sur place. Ça y est. Oui. Et un confinement. 2 ramadans et un confinement. Ça, c'est vrai. Alors dites-nous un peu, parce que ça sent très bon sur le plateau, on va bientôt vous parler la bouche pleine. Expliquez-nous un petit peu ce que vous nous avez ramené, Farida, parce qu'il y a plein de choses merveilleuses là dans les assiettes. Oui, j'ai pas ramené grand-chose, c'est juste une petite dégustation. Ouais, j'aime bien le pas grand-chose de Farida. Il y a à manger pour 15, mais à part ça, c'est pas grand-chose. J'aime bien les portions, ça, c'est des portions pour moi. Oui. C'est des portions de rugbyman, Philippe. Voilà, des grandes portions comme ça fait comme un sandwich et surtout les jeunes, ils aiment bien manger. Et on a le format traiteur aussi, je peux les faire en miniature. Tous mes produits, je les fais comme la mahjouba, je la fais normale, je la fais maxi mahjouba, je fais des miniatures aussi. En version finger food. En version finger food. Voilà. Et la kesra farci aussi, on a le végétarien, la mahjouba avec des légumes. Seul. On a kesra farci avec des légumes, olives, fromage, viande hachée. Et on a la deuxième, à la place de la viande hachée, il y a de la viande blanche. Alors ça, la madjouba et la kesra farci sont des icônes un peu de la street food algérienne. Quand on se balade dans les rues d'Alger ou des grandes villes algériennes, on croise plein de petites échoppes qui proposent comme ça des choses à manger au coin de la rue ou sur un banc. Et c'est vrai que ça, à Paris, aujourd'hui, on en trouve pas vraiment, quoi. C'est un peu une nouveauté, une heureuse nouveauté. Alors, c'est quoi le concept, Tante Farida? Expliquez-nous, quand vous avez créé votre établissement, quelle était l'idée de base? Alors, moi, quand je voulais créer, je me suis dit, d'après ce que j'ai vu et chez qui j'ai quand même travaillé, j'ai travaillé quand même de temps en temps en remplacement ou par amour du métier aussi, parce que moi la pâte ça me manque quand voilà. C'est-à-dire la pâte. Il y avait des choses, le façonnage et le travail de la pâte, ça me manque. Comme les bébés maintenant, il me manque aussi. Oui. Mais bon, j'ai décidé. Mais quand vous avez commencé, vous dites, je vais faire un restaurant de quoi au départ? De produits que je sais faire. Voilà. Tout simplement. Moi, je voulais pas faire de choses innovantes ou nouvelles que les jeunes aiment et que je domine pas. Je voulais proposer un produit dont on avait une image un peu détériorée, parce qu'on dit toujours que la cuisine ou le gâteau oriental ou la cuisine maghrébine, elle est grasse, elle est sucrée, elle est tout ça. Moi, comme je vous ai raconté pendant avant de m'installer, mes gâteaux, les gens quand ils goûtaient, mais ils disent Farida, mais c'est pas sucré du tout, c'est frais, ça sent, celui-là ils sont l'eau de fleur, l'autre ils sont le citron. Voilà, moi je fais les choses avec les recettes authentiques, des vraies saveurs traditionnelles de chez moi, comme j'ai appris à les faire avec ma mère, ma grand-mère, mes voisines, mes tantes et tout le monde. Je fais pas 5 kilos d'amandes dans le pétrin, du sucre, de la couleur rouge et verte. Les petits colorants. Voilà. Comme on aime bien au bled, les colorants à fond. Moi, tcherek l'arienne, je le fais avec une recette à part. Tcherek le mlebes aussi. C'est-à-dire les vraies recettes, qui changent pas. Donc c'est vraiment la cuisine algérienne. Traditionnelle algérienne. C'est ça que vous vouliez proposer dès le départ. Les recettes ne sont pas les mêmes. Tcherek le mlebes, on met pas de sucre dans la pâte. On fait le glaçage au-dessus pour équilibrer. Tcherek l'arienne, on met du sucre à l'intérieur et on met pas par-dessus. Ça vient d'où, selon vous, cette image d'une cuisine algérienne qui est grasse pour le salé ou pour le sucré, qui est très sucré pour les pâtisseries. Voilà, moi le miel, quand je l'utilise pas miel seul. Voilà, c'est allégé. Et du coup, les gens me disent, quand on prend un gâteau, d'habitude c'est collant, c'est rassis, c'est dur, non. D'après moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pourrais dire peut-être que les gens qui représentaient ou qui faisaient ce produit, c'était pas des vrais artisans. Oui. C'est pas non, c'est vrai qu'il y a une tradition séculaire aussi, parce qu'à une époque le sucre coûtait très cher et en fait on mettait beaucoup, quand on avait un invité qu'on voulait honorer, on mettait beaucoup de sucre parce que c'était un honneur. Plaisir, voilà. Une fois dans le temps,
C'était pas tous les jours. Voilà, pas comme maintenant, mais aujourd'hui, le sucre, c'est un produit de grande consommation. On utilisait le vrai miel, on n'utilisait pas le glucose, le miel au sucre. Ça, c'est un vrai problème dans la pâtisserie orientale, bien sûr. Oui, ou des miels chinois qui sont à base de glucose coloré. Et puis aussi par méconnaissance du produit aussi, parce que moi, par exemple, si je voulais faire un gâteau marocain, là, pour le moment, je saurais pas le faire parce que je me suis pas penchée dessus, j'ai pas vu un artisan le faire, j'ai pas la vraie recette, c'est comme ça. Et puis il y a assez de choses à faire en cuisine algérienne pour avoir besoin. Voilà. Mais moi le tchelek, la baklawa, ça me connaît. Moi la baklawa, je fais pas, je la travaille pas, je la façonne pas avec la feuille philo. Moi ma pâte, je la prépare moi-même. Et je la fais pas avec de la farine. Hein. Ah, vous faites avec quoi? Ah, ça c'est. Non, bah, on en est entre nous. Non, on est entre nous. Alors là, je vous assure que personne. Non, ça c'est mon secret. Personne nous écoute, Farida. Vous pouvez y aller. Ma baklawa, c'est à moi. Elle est à quoi votre baklawa? Venez. Au pistache? Venez, on va faire un atelier. Non, mais la farce, vous faites avec quoi? La farce, c'est avec des amandes. Amandes, d'accord. Oui. Ouais. Mais la pâte. C'est le secret. Alors, vous allez chez Farida et vous dites à quoi? Vous nous direz, partagerez si vous trouvez son secret. On a Touria qui est avec nous, qui a appelé spontanément au 01 53 48 3000. Touria, bienvenue. Allô? Oui, Touria, bonjour. Bonjour, Touria. Bonjour. Bonjour, Touria. Bonjour à tous. Bonjour, ma grande sœur Farida. Eh ben, bonjour. Ah, parce que vous connaissez. Attends, ben, c'est ma sœur. Ah bah. Ma plus jeune sœur. Parce qu'on est 5. On est 5 dans la famille. Elle savait que vous étiez à la radio ou elle vous a trouvé comme ça, Touria? Je ne l'ai pas dit. Il m'a prévenu, j'étais en... Ah, ouais. J'avais un collab et il m'a écrit en disant que sa maman était passée à la radio aujourd'hui. Donc j'en ai profité pour téléphoner, j'avais quelque chose à lui dire. Voilà, on ne lui dit pas... Touria, excusez-moi, mais on vous entend un petit peu loin si vous avez le kit main libre ou si vous avez mis l'ampli. Alors je n'ai pas de kit main libre. Alors parlez bien dans les trous du téléphone alors. Ou un haut-parleur, ça peut être. Ou un haut-parleur, ça peut être, oui. Là, vous m'entendez? Ah, merveilleusement. C'est mieux là. Très bien. Eh bien, écoutez, je profite du passage de mon grande sœur sur radio. Déjà, je vous remercie de l'avoir invité. Et j'avais un message pour elle. Je voulais vraiment la féliciter et lui dire qu'on était fiers d'elle. Parce que, contrairement à ce qu'elle dit, je pense qu'elle peut être un modèle pour beaucoup de personnes, quel que soit leur âge, quel que soit leur milieu social. Elle a été tenace. Elle s'est fixé un objectif. Elle voulait pas dire, mais Farida, elle a souvent été en maître. Et elle a eu plusieurs vies dans sa vie. Et elle a toujours dit, c'était celui-là. Touria, faut pas nous faire pleurer tante Farida sur le plateau parce que elle a les larmes aux yeux là, vous la voyez pas, là, et on a une émission à finir quand même. Hein. Je sais. Et Dieu sait que dans notre famille c'est compliqué de se dire de belles choses, de dire qu'on est fiers et qu'on... Mais c'est pour ça que j'ai voulu l'appeler pour lui dire qu'elle est un beau modèle, voilà, et qu'elle peut être modélisante pour beaucoup de personnes qui se reconnaîtront dans son parcours. Ça n'a pas été facile. Mais grâce à elle, et moi, elle m'a convaincue aussi. Voilà, moi je suis la toute petite sœur, 40 ans. Ouais. Quand on a un rêve, et ben, si on travaille, et on met en œuvre les compétences nécessaires, on peut y arriver. Voilà. Donc Farida, je suis fière de toi. Je pense qu'on est tous fiers de toi. Bah, merci. Voilà. Et je te le dis à la radio. Bah, merci beaucoup. Et moi aussi, je suis fière de toi et de toutes mes sœurs et de toute ma famille et de tous nos enfants aussi. Voilà. Les neveux, les nièces. Et je sais qu'on a tous cet esprit-là et qu'on est une famille battante avec nos enfants et peut-être nos petits-enfants. Alors, attendez, tante Farida, c'est bien que Touria soit là parce que Touria, est-ce que vous connaissez vous le secret des baklawas? Ah non, moi, tu dis pas. Moi, je te donne une autre piste. Farida, j'ai des baklawas à la pistache où les gens se basaient. Moi, j'ai des amis, des collègues dans le milieu social évolue qui me supplient d'apporter des baklawas à la pistache. Le jour de l'Aïd. Je vous ferme la parenthèse et je vous laisse terminer votre émission et je vous remercie de l'avoir invité et de tout ce que vous faites. Ben merci à vous de nous avoir appelé, Touria. Merci. Je vous en prie. Merci Touria. Bisous, merci beaucoup. Alors il faut expliquer à ceux qui nous écoutent que chez Farida, on mange une cuisine de la maison, généreuse, mais c'est vraiment toute l'Algérie qu'on mange, hein, et c'est pas que du couscous. Qu'est-ce qu'on peut trouver chez vous?
Alors, je fais du couscous aussi. Je propose un plat pendant la semaine, un plat chaque jour. Il y a un semainier, hein, on peut d'ailleurs en parler, hein, le lundi, parce qu'en plus c'est plutôt bon marché. Lundi, harira plus bricoton plus pâtisserie plus boisson, 10 €. Hein, j'ai envie de dire que c'est pas, j'ai envie de dire que c'est imbattable. Le mardi, kefta légumes, des farcis à la viande, boulettes de viande hachée, pois chiches, sauce blanche, pain, boisson, 10 €. Le mercredi, c'est tagine, poulet olive, citron confit, pommes de terre, carottes et du pain semoule, hein, du pain traditionnel, 12,50. Et jeudi, vendredi, samedi, ça c'est le couscous. Oui. C'est ça. Ça c'est le couscous, et le couscous c'est avec du poulet fermier ou de l'agneau ou des merguez, c'est entre 12,50 € et 13,50 €. Voilà, donc c'est des prix raisonnables, on va dire, surtout pour des plats qui sont faits avec du poulet fermier notamment. Voilà, mais surtout tout ce qui est là moi vous m'avez pas entendu pendant un moment parce que j'étais en train de goûter moi. Donc c'est vrai que vous faites donc des briques à la viande ou au thon à 3 €. En plus on les a vus, ils sont assez généreusement servis. Alors, donc ça c'est pas cher. Des parpaings, oui, plutôt. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que votre vision de la brique est quand même très généreuse. Oui, parce qu'il y a des c'est briques QE, hein, c'est des briques QE. Voilà. Alors il y a des gens qui viennent prendre qu'une brique, une boisson et ça leur va. Alors là, c'est la brique classique. Est-ce que votre comptable est d'accord avec le fait qu'une brique aussi généreuse, vous la vendiez 3 €? C'est juste, mais voilà, c'est comme ça. Moi, je me mets toujours à la place de mon client. De toute façon, le comptable, il a compris qu'il n'y avait pas son mot à dire avec Tante Farida, c'est elle la bosse. En plus, c'est fait avec, comme je le dis depuis tout à l'heure, hein, c'est des produits frais. C'est la pomme de terre, moi je la prépare sur place. C'est de la pomme de terre, c'est pas de la mousseline, c'est pas de la purée, c'est pas de la poudre lyophilisée, c'est des patates. Voilà, oui. Non, puis ce qui est intéressant, c'est que souvent quand on trouve des endroits qui font de la cuisine comme ça, où il y a du pain, de la pâte à briques ou des choses comme ça, c'est préparé à l'avance, puis c'est réchauffé la plupart du temps au micro-ondes, c'est pas croustillant, etc. Alors que vous si quand c'est préparé à l'avance, vous les réchauffez sur une plancha au dernier moment, ou alors vous faites les galettes farcies, vous les faites minutes. Donc ça garde. Là, je viens de goûter la kessra farcie. C'est vrai que la kessra, elle a à la fois le croustillant et le moelleux à l'intérieur, donc c'est vrai que on sent la fraîcheur du produit, quoi. C'est pas vous produisez le week-end et puis vous vendez toute la semaine du réchauffé. C'est tous les matins. À 8h, on est là, on commence, c'est moi qui fais les pâtes. Certes, il y a des préparations qu'on fait en amont. Bien sûr, oui. En fin de journée, comme tchouktchouka, comme plein de choses, comme les légumes, mais la marinade de la viande ou du poulet, c'est le matin. La cuisson, c'est le matin. Moi, que si vous venez à 10h30, 11h, moi, j'ai pas de couscous à vous proposer. Oui, il faut que ça mijote un peu. Hein. Voilà. C'est à partir de 11h30 que je commence à servir le couscous. Les pâtes, je les fais des fois les matins aussi. On prépare tout. J'ai tout ce qui... Le matin, je suis jamais dans la salle. Jusqu'à 11h, 11h30, je suis en bas, au sous-sol, avec la personne qui m'aide. On prépare tout, c'est du produit frais, les légumes, je fais pas comme vous le savez le surgelé, j'ai rien. J'ai que de l'arrivage, des fois quand je suis en panique, je manque de quelque chose, c'est le marché à côté. Il n'y a pas de congélateur chez Tata Farida. Voilà. Jamais je sors des choses du congélateur et puis tout est fait sur place. D'ailleurs, on façonne. On vit de clients et on fait cuire sur la plaque. Et c'est ce qui fait que les gens aussi, ils aiment bien parce que même les briques, moi, je les fais pas frire. Alors, un peu plus d'1 an, elle est devenue un phénomène. C'est Tante Farida qui est notre invitée aujourd'hui. Là, vous êtes devenu un phénomène et c'est très marrant parce que finalement, vous êtes devenu un phénomène parce que vous ressemblez, vous ressemblez à ce que vous faites. Et c'est ça qui est bien. Parce que vous êtes à la fois un endroit généreux et vous ressemblez à cet endroit. Et donc, vous l'incarnez bien. C'est pour ça que vous êtes devenu un phénomène et que les jeunes se sont emparés de Tante Farida et vous allez incarner, vous allez voir, cette cuisine algérienne de la maison pour une bonne partie des Français. Hein. Ouais, parce que Tante Farida, c'est la star des youtubeurs tels que Florian Honner ou bien des influenceurs. Des Instagrammeurs. Oui, des Instagrammeurs. C'est un couple dans le quartier. Même TikTok, alors. TikTok. Votre histoire, elle commence sur TikTok. 350 000 vues. Non. Et sa compagne qui ont fait une petite vidéo et c'est parti de là. Ouais. Alors on peut les citer, comment s'appellent-ils? Donc ceux qui vous ont découvert entre guillemets. Oui, c'est Milan et Jess. Milan et Jess, d'accord. Donc ils sont deux influenceurs, c'est un petit couple. Foodgas, c'est ça? Foodgasme. Oui, voilà, Foodgasme, c'est ça. On va rappeler l'adresse de Tante Farida. Oui, si vous allez vérifier la brique.
Alors, si vous voulez vérifier la brique de Tante Farida, d'ailleurs, vous m'entendez un petit peu mastiquer parce que nous, on vient de le faire. Donc, c'est chez Tante Farida, c'est 13 rue de Bagnolet à Paris 20e. C'est ouvert tous les jours, sauf le dimanche, 10h30, 20h30. Puisque Farida est aussi très présente sur les réseaux sociaux, on va donner son Instagram et son Facebook. Instagram, c'est @chez _8 tante-8 Farida, et puis le Facebook c'est chez Tante Farida, tout attaché. Et comme ça, vous allez voir, avant de goûter, vous pourrez voir déjà ces spécialités culinaires typiquement algériennes. Alors, vous pouvez d'ailleurs aussi rejoindre la conversation si vous voulez poser des questions à Tante Farida ou si vous êtes allé manger chez elle au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Il y a une dimension aussi chez vous pédagogique d'apprendre la cuisine algérienne à ceux qui ne la connaissent pas, et vous cuisinez dans le restaurant. Oui, c'est ça, oui. Une cuisine ouverte, comme on dit, c'est ça. Oui, c'est une cuisine ouverte. Le façonnage aussi, c'est devant le client, et je tenais à avoir ma plaque dans la salle principale en vue du client aussi. D'ailleurs, je l'ai placée du côté vitrine rue. Ouais. Vous avez une petite cuisine derrière où vous faites vos préparations au sous-sol, et après le reste, ça se passe devant le client. On prépare les pâtes, on prépare tout ce qu'il y a à faire en amont, et le façonnage et le garnissage et tout ça, ça se fait en vue du client. Est-ce qu'on a l'impression que les gens, finalement, ils connaissent pas la cuisine algérienne et qu'ils sont surpris par ce que vous leur proposez, et par la subtilité de certaines saveurs? Oui, il y en a beaucoup. Et puis d'ailleurs, quand ils arrivent, ils me disent « Ah, vous êtes marocaine ?» Ouais. Je dis non, je suis algérienne. Mon produit est algérien, traditionnel, made in France. Je dis toujours ça. Fabriqué en France. Je dis toujours ça et ça me fait rire aussi. L'Algérien made in France, donc c'est le modèle d'intégration, on va dire. Oui, peut-être. Ouais, voilà. C'est venu comme ça, je le dis spontané à mes clients, et puis on rigole derrière ça. Et voilà, et les clients aussi. Et je dis toujours que c'est algérien parce que il y a des petites différences aussi. C'est pas très très loin entre la cuisine tunisienne, marocaine, algérienne, mais il y a des spécificités en fait. Voilà. Nous, c'est un produit, on va dire, spécial milieu Est, parce que le milieu Est, il y a longtemps, c'était le grenier du blé, le grenier de l'Algérie. Et c'est à partir de là, moi, je salue toutes les femmes algériennes, les femmes au foyer d'avant, d'ailleurs, nos grands-mères, nos mères, et les femmes de maintenant aussi, parce qu'à partir du moment où on a de la semoule, du sel et de l'huile à la maison, on peut faire à manger aux enfants. On peut faire un repas. Et de l'imagination après. Voilà. L'imagination, puis un petit tour de main quand même. Oui, bien sûr, parce que le tour de main, il est très important. Et puis, en tout cas, les femmes de ma génération, et ma mère et ma grand-mère, elles avaient pratiquement toutes ce tour de main. Parce que moi, ma grand-mère, elle roulait des kilos et des kilos de semoule en couscous. Ma mère aussi. Et voilà. Et je dis, à partir du moment où on a de la semoule, de l'huile, de l'eau et du sel, on peut faire un repas. On peut faire à manger. Alors la mahjouba qui est effectivement typiquement algérienne, c'est vrai qu'on la trouve le plus souvent farcie avec des légumes, mais vous la faites aussi donc avec de la viande, avec du poulet. Ça aussi c'est une spécialité algérienne, ou c'est la Farida touch? Ça on a évolué en fait. C'est comme tout produit, avec le temps, la demande aussi. Elle fait que avant la mahjouba c'était que tchouka. Ouais, avec une tchouka pimentée, bien relevée. Et j'ai vu ma grand-mère la préparer avec un oignon spécial. C'est l'oignon avec les feuilles vertes. Ah, c'était la cébette. Ouais, voilà, c'est ça. En vérité, la mahjouba, c'était ça. Et après, avec le temps, ça se trouve pas tout le temps. Il y en a qui aiment pas. Et c'est la meilleure, c'est la bonne. Oui, il y a des galettes farcies avec des blettes aussi en Algérie. On trouve des blettes en Algérie. Il y a des galettes comme ça farcies avec des blettes. Et c'est très très bon aussi. Oui. Et maintenant, il y a des mahjouba qui sont faits avec les épinards, le fromage. Voilà, ça change. Et puis on répond au goût. Il y a des gens c'est comme les briques. Maintenant, on les fait à tout. On les fait à tout. Ouais. Les gens, ils sont à la demande, ils préfèrent. On a les moyens de le faire, on le fait. Vous avez changé certaines de vos recettes avec justement les remontées des clients, ou pas du tout? Non, mes recettes, je les présente comme d'habitude, et les clients, ils adorent. Votre vision du couscous, vous avez le temps de rouler le couscous?
Je sais le faire. Ouais. Je l'ai appris de ma grand-mère. Je sais le faire, mais pour le moment, j'ai pas le temps. Je le fais pas. Et je l'achète, oui, et puis je ramenais aussi du couscous d'Algérie avant le Ouais, mais pour expliquer à certains auditeurs qui ne connaissent pas le couscous, en fait, le couscous, c'est de la semoule. Le couscous, c'est de la semoule qu'on roule dans une gangue de farine. Non, et qu'on pas fait... la farine. Toujours avec de la semoule de blé dur. De semoule de blé, oui, mais... Toujours avec du blé. Voilà, c'est roulé, il y a une gangue de semoule, c'est-à-dire c'est des grains de semoule, c'est roulé après avec une gangue de semoule autour, de semoule de blé dur autour. Et Manu, vous n'allez pas apprendre à Farida. Non, pas du tout, mais j'explique pour les auditeurs. C'est-à-dire que quand on achète, il faut pas se tromper, quand on va au supermarché ou chez l'épicier, on achète du couscous, on n'achète pas de la semoule pour faire du couscous. Si vous achetez de la semoule et que vous mettez ça dans le couscoussier, vous allez faire du pain vapeur, hein, mais il faut bien acheter du couscous. Le couscous, c'est pas de la semoule. Voilà, c'était ça que je voulais dire. C'est pas de la semoule, c'est plutôt de la semoule façonnée. Voilà, c'est ça. On a des techniques à faire, des techniques comment rouler le couscous. Parce que quand on parle de rouler le couscous, ça veut dire qu'on part de la semoule, on le roule en couscous. Fabrique. Voilà. L'industriel, c'est avec des machines, mais nous, traditionnellement, c'est avec les mains des femmes. C'est meilleur, mais c'est très long. Les femmes qui savent rouler le couscous. Parce que le couscous, il est différent. Il y a le fin, il y a le moyen, il y a le gros, il y a le plus gros qui devient berkoukous. Ouais, moi j'ai berkoukous, tiens, voilà. Moi j'ai essayé, moi ça fait des beignets. Hein. Ah voilà. Il y a des techniques, il y a un savoir-faire aussi, parce que quand on roule la semoule, il faut la mouiller. Il faut la sécher, la mouiller, la sécher plusieurs reprises, et c'est à partir de là qu'on calibre notre couscous. Pour que ça colle. Ouais. Comment on le veut, gros, fin, moyen, comme on veut. Alors, tante Farida, Manu, on a Martine qui est avec nous. Bonjour Martine. Bonjour. Comment ça va Martine ? Eh bien écoutez, ça va bien, et puis je voulais témoigner de l'excellence des desserts aussi de tante Farida. Parce que vous connaissez les desserts de Farida, vous Martine ? Oui. Il y a un peu plus d'un an, on a organisé une fête. Et tante Farida, on avait confié à tante Farida de cuisiner tous les desserts. Alors non seulement ils sont superbes, la présentation était géniale. Elle nous avait fait un thé à la menthe qui est unique. Et puis, écoutez, ils étaient excellents. Les copains venaient de toute la France et ils ont été ravis. Et tout le monde en parle encore. D'accord, mais vous connaissiez l'endroit comment, vous Martine ? Par une amie qui y allait très souvent. D'accord. Oui, c'est la réception qu'elle a fait pour son mari. Voilà. Vous vous souvenez, tante Farida ? Oui, bien sûr, je reconnais votre voix. Oui. C'est le départ de monsieur, c'est ça ? C'est ça. Oui, je suis ravie, oui. Eh bien, merci pour le témoignage. Merci beaucoup. Je vous en prie, et puis surtout précipitez, mangez les desserts et tout le reste. Mais sinon, tout le monde va bien, monsieur aussi. Il profite bien de sa retraite. Tout le monde va très bien. Eh bien, super. Merci beaucoup. Merci Martine. Au revoir. Qu'est-ce que vous préférez préparer, vous, tante Farida ? Qu'est-ce que vous aimez ? C'est quoi votre plat signature ? Moi, j'aime tout. J'aime tout. Vous n'avez pas le truc que si on dit tiens, chez Farida, il y a ça là. Oui, dès que c'est bon, j'adore. Je sais. Et puis en voyant la finalité du produit, je goûte, c'est bon, je suis contente. Bon, quand on regarde un petit peu les avis de vos clients sur internet, les stars quand même, c'est la Madjouba et la Kesra farcie, hein. Oui, peut-être. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de demandes sur ça, oui. Et puis un côté un peu street food, fast food. Voilà. J'aime pas utiliser le terme fast food parce que ça ramène à la malbouffe américaine, mais il y a le côté un peu justement street food qui plaît. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui fait que les gens ils arrivent, parce que ils ont l'habitude de voir ça street food ou malbouffe, parce que on prend un sandwich, je sais pas comment il est fait. C'est la réputation en fait. C'est la réputation. Ouais, c'est le sandwich algérien un peu, parce que voilà. quand on va dans le sud de l'Algérie, à Ouargla, Gardaya, Tamanrasset, je veux dire le sandwich star qui est vendu dans les rues, le fast-food algérien, c'est la Madjouba. Hein. C'est surtout dans l'Est algérien. Dans l'Est et aussi. Alger. Ouais, d'accord. L'Est et Alger, c'est surtout ça. Ouais. C'est surtout ces deux régions. Alors tante Farida, avec le confinement, il a fallu vous réinventer une nouvelle fois. Et vous avez fait quoi ? Vous avez fait la emporter, oui, ça y est ? On a fait que à emporter, oui. Ouais. On a fait une installation dans le resto, on était deux.
Et voilà, et puis nos clients, c'est d'ailleurs grâce à eux qu'on est resté quand même debout. Ouais, parce que c'est quand même, il faut expliquer que c'est quand même un moment où tout était fermé, où beaucoup de restaurants ont souffert. Alors, et vous avez fait à emporter pendant le confinement, ou en livraison J'ai pas fait de livraison, j'ai fait que à emporter. Alors pour une première année, c'est déjà difficile. Avec des circonstances pareilles, la grève et le corona derrière. Là, on est sorti du business plan, Tante Farida. D'ailleurs, je vais pas m'avancer sur ça, mais voilà, j'ai fait à emporter et puis tous les gens du quartier. Ils ont répondu présent. Ils ont répondu présent, ils nous encourageaient, ils demandaient toujours comment on allait et ils me disaient que on va pas lâcher, c'est pas maintenant quand même. Et puis après la première semaine, les parents aussi avaient besoin. Parce qu'ils avaient les enfants à la maison et les mamans me disaient j'en ai marre de cuisiner, j'ai plus envie. Ils font que ça, ils font que manger les enfants. Bon alors Manu, on rappelle les coordonnées, l'adresse de Tante Farida. Oui, alors chez Tante Farida, donc je rappelle c'est fermé le dimanche mais c'est ouvert tous les autres jours de 10h30 à 20h30. C'est 13 rue de Bagnolet à Paris 20e, c'est pas très loin du Père-Lachaise. L'Instagram c'est chez _8 Tante_8 Farida et le Facebook chez Tante Farida tout attaché et vous allez pouvoir avoir un avant-goût, un aperçu des préparations de Tante Farida sur ses réseaux sociaux avant d'y aller sur place bien entendu. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui Tante Farida. À très bientôt, à très vite. Merci de nous avoir écoutés et passez un très bon week-end sur Beurre FM. Merci à l'équipe, merci à mes clients aussi et à tous ces témoignages qui me font un grand plaisir et qui me permettent de tenir et de rester là et j'espère pour longtemps. On espère aussi. Merci.